Chapitre 18. Drus accueillit avec plaisir les cavaliers de Drospur-Dol, moins pour leur nombre que parce que leur arrivée prouvait que le monde extérieur n'avait pas oublié la Drosse. Et pourtant, Drus savait que les défenseurs allaient rudement souffrir. La première bataille sur Eldibar, le mur 1, allait soit les galvaniser, soit les anéantir. Le niveau des combattants de Delnoch était suffisamment bon, mais en ce qui concernait leur esprit, c'était autre chose. On pouvait façonner l'acier le plus pur pour en faire une épée excellente, mais le trempage pouvait parfois la craqueler, alors qu'avec un métal moins pur, cela n'arrivait jamais. C'était pareil avec une armée, Drus le savait bien. Il avait vu des hommes formidablement entraînés fuir en proie à la panique, tandis que des fermiers résistaient, armés seulement de pioches et de fourches. Flécheur et ses archers s'entraînaient régulièrement à partir de Cagna, le mur 3, qui possédait la plus grande bande de terre entre les montagnes. Ils étaient superbes. Les 600 archers pouvaient lâcher 3000 flèches dans les airs, tous les 10 battements de cœur. La première charge amènerait les nadirs à portée de tir 2 minutes avant que les échelles ne soient posées contre le mur. Les assaillants allaient subir de terribles pertes sur le terrain dégagé. Ce serait un massacre sanglant. Mais cela suffirait-il ? Ils s'attendaient à voir la plus grande armée jamais réunie. Une horde qui en 20 ans avait construit un empire qui s'étendait sur plus de 12 pays et une centaine de villes. Ulrich était sur le point de créer le plus grand empire de l'histoire. Une réussite considérable pour un homme qui n'avait pas encore atteint la quarantaine. Drus marchait le long des remparts d'Eldibar, discutant avec des soldats, plaisantant avec eux, riant même. La haine qu'il lui vouait avait disparu, telle la brume matinale au cours des derniers jours. Il le voyait à présent tel qu'il était, un vieil homme de fer, un guerrier du passé, l'écho vivant de gloires enfuies. Ils se souvinrent alors que c'était lui qui avait choisi de résister avec eux, et il savait pourquoi. C'était le seul endroit au monde pour le dernier des héros. Drus la légende luttant avec les dernières forces Draenei sur les remparts de la plus grande forteresse jamais construite, attendant la plus grande armée du monde. Où d'autres aurait-il pu être ? Lentement, la foule se réunissait autour de lui, comme les hommes approchaient au fur et à mesure d'Eldibar. En quelques instants, Drus dut se frayer un chemin au milieu des rangs de défenseurs amassés sur les remparts, et davantage de soldats se réunissaient en bas derrière eux. Il grimpa sur les créneaux et se retourna pour les contempler. Sa voix gronda, faisant taire toutes les conversations. « Regardez autour de vous !» cria-t-il. Le soleil se reflétait sur les épaulettes en argent de son gilet de cuir noir, et sa barbe blanche chatoyait. « Regardez autour de vous maintenant ! Les hommes que vous voyez sont vos camarades, vos frères. Ils vivront avec vous et mourront avec vous. Jamais plus de votre vie vous ne verrez une telle camaraderie. Et si vous vivez assez pour atteindre mon âge, vous vous en souviendrez plus clairement que vous ne l'auriez cru. Chacun de ces jours sera comme du cristal. Il brillera dans votre mémoire. Oui, il va y avoir du sang et de la destruction, de la torture et de la souffrance. Et ça aussi, vous vous en souviendrez. Mais par-dessus tout, c'est de la saveur de la vie dont vous allez vous souvenir. Car croyez-moi, mes enfants, il n'y a rien de tel. Vous pouvez croire le vieil homme que je suis. Vous pensez peut-être que la vie est douce pour l'instant. Mais quand la mort sera à un battement de cœur de vous, la vie deviendra si désirable que ça en sera insupportable. Et quand vous aurez survécu, tout ce que vous ferez ensuite vous paraîtra démesuré et joyeux. La lumière du jour, la brise, un bon vin, les lèvres d'une femme, le rire d'un enfant. La vie n'est rien tant qu'on n'a pas affronté la mort. Dans les années à venir, les gens diront « J'aurais voulu être avec eux ». Mais à ce moment-là, ça n'aura plus grande importance. Vous vous tenez à un instant figé dans l'histoire. Le monde aura changé après cette bataille. Soit les Draenei renaîtront de leurs cendres, soit un nouvel empire verra le jour. Vous êtes des personnages historiques. Drus transpirait à présent.
Et étrangement, il était fatigué. Mais il savait qu'il devait continuer. Il essayait à grand-peine de se souvenir de la saga de Sieben sur les jours des anciens, et des paroles stimulantes d'un ancien général. En vain. Il respira profondément, pour goûter à l'air pur des montagnes. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'ils vont paniquer et s'enfuir. Ce n'est pas vrai. D'autres ont peur de mourir. Certains mourront. Mais tous les hommes meurent un jour. On ne sort pas vivant de la vie. Je me suis battu à la passe de Skeln quand tout le monde disait que nous étions vaincus. On disait que les probabilités étaient contre nous, mais je les ai envoyés paître, car je suis Druss et je n'ai jamais été vaincu, ni par les Nadirs, les Satuli, les Ventrianes, les Vagrianes ou les Draenei. Et par tous les dieux et les démons de ce monde, je vais vous dire ceci. Je n'ai pas l'intention d'être battu aujourd'hui non plus. Druss hurlait de toutes ses forces, tout en faisant tournoyer Snaga dans les airs. La lame de la hache renvoya un rayon de soleil, et les chants commencèrent. Druss la légende, Druss la légende. Les hommes sur les autres remparts n'arrivèrent pas à saisir les paroles de Druss, mais ils entendirent les chants et les reprirent. Drosdelnox fit l'écho de ce chant. Une vaste cacophonie qui s'écrasa et se réverbéra de pic en pic, dispersant les vols d'oiseaux qui s'éparpillèrent dans le ciel, pris de panique. Finalement, Druss leva les bras pour demander le silence, et progressivement le chant s'estompa. Mais de plus en plus d'hommes affluaient du mur 2 pour entendre ce qu'il allait dire. À ce moment précis, près de 5000 hommes étaient rassemblés autour de lui. « Nous sommes les chevaliers de Drosdelnock, la cité assiégée. Nous allons construire une nouvelle légende qui éclipsera celle de la passe de Skeln. Et nous sommes la mort des Nadirs, par milliers, oui, par centaines de milliers. Qui sommes-nous ? Les chevaliers de Drosdelnock, hurlèrent les hommes. Et que sommes-nous ? La mort des Nadirs. Druss s'apprêtait à continuer quand il vit la tête de certains hommes se tourner vers la vallée. Des colonnes de poussière dans le lointain formaient un nuage qui rivalisait avec le ciel comme une tempête qui se lève. La tempête du siècle. Et à travers le nuage de poussière, on pouvait enfin voir le scintillement des lances Nadir qui remplissaient la vallée de toutes parts, se déversant comme une immense nappe sombre de guerriers et autant d'hommes derrière. Ils venaient par vagues successives. De grandes tours d'assaut étaient tirées par des centaines de chevaux. Des catapultes géantes, des béliers recouverts de cuir, des milliers de chariots, des centaines de milliers de chevaux, d'innombrables troupeaux de bétail, et plus d'hommes encore que l'on ne pouvait en compter. Le cœur de chaque défenseur manqua un battement à cette vue. Le désespoir était palpable, et Druss jura entre ses dents. Il n'avait rien à ajouter, et il eut le sentiment de les avoir perdus. Il se retourna pour faire face aux cavaliers Nadir qui portaient les bannières en crin de leur tribu. À cette distance, on pouvait enfin voir leurs visages, sombres et terribles. Druss leva Snaga dans les airs et attendit ainsi, les jambes écartées, telle une image de défi. La colère monta en lui, tandis qu'il regardait avancer les cavaliers. En le voyant, ils arrêtèrent leurs chevaux, et ils lui retournèrent son regard. Soudain, les cavaliers s'écartèrent, et laissèrent passer un héros. Il éperonna son poney des steppes, et se dirigea vers les portes, faisant un écart en arrivant au pied du mur où se tenait Druss. Il tira sur ses rênes, et le cheval s'arrêta en dérapant, bruant et éternuant. « Je suis porteur des ordres du seigneur Ulrich !» cria-t-il. « Que les portes soient ouvertes, et nous épargnerons tout le monde, à l'exception de la barbe blanche qui l'a insulté. »« Oh, c'est encore toi, Gradubide !» dit Druss. « Est-ce que tu lui as transmis le message comme je te l'avais demandé ?»« Je le lui ai donné, Marchemort, comme tu l'as demandé. »« Et il a rigolé, pas vrai ?»« Il a ri. Il a fait le serment d'avoir ta tête.
Monseigneur Ulrich est un homme qui exauce toujours ses vœux. Eh bien, nous sommes deux dans ce cas. Et mon vœu à moi, c'est de le faire danser au bout d'une chaîne, comme un ours de cirque. Et je le ferai danser, même si pour cela, je suis obligé de rentrer dans votre camp et de l'enchaîner moi-même. Tes mots sont comme de la glace sur le feu, vieil homme, bruyants et sans valeur, déclara le héros. Nous connaissons vos forces. Vous avez 11 000 hommes au plus, des fermiers dans l'ensemble. Nous savons tout ce qu'il y a à savoir. Regardez l'armée Nadir. Comment pourriez-vous résister? Dans quel but? Rendez-vous. Et toi, jette-toi aux pieds de mon seigneur pour implorer sa grâce. Mon garçon, j'ai vu la taille de ton armée, et elle ne m'impressionne pas. J'ai presque envie de renvoyer la moitié de mes hommes à leur ferme. Mais qu'est-ce que vous êtes? Une bande de gros pleins de soupe. Des gens du Nord aux gens embarqués. J'entends ce que tu dis, mais ne m'explique pas ce que vous pouvez faire. Montre-le-moi plutôt. Et maintenant, assez parlé. À partir de maintenant, ceci parlera pour moi. Il agita Snaga devant lui, et le soleil brilla sur la lame. Le long de la ligne des défenseurs, Gilad donna un coup de coude à Bregan. « Drus, la légende !» chanta-t-il, et Bregan se joignit à lui, ainsi qu'une dizaine d'autres gars. Le cri se fit à nouveau de plus en plus fort, et le héros tourna bride et s'en alla au grand galop. Les paroles grondaient derrière lui. « Drus, la légende! Drus, la légende! Drus, la légende !» Drus regardait silencieusement les grandes machines de guerre progresser vers le mur, centimètre par centimètre. C'étaient des tours en bois de 20 mètres de haut et 6 mètres de large. Il y avait des centaines de balistes, des catapultes branlantes montées sur de gigantesques roues en bois. Un nombre incalculable d'hommes tiraient des milliers de cordes. Ils traînaient les machines qui avaient conquis Gulgothir pour les mettre en place. Le vieux guerrier étudia la scène qui se déroulait sous ses yeux, essayant de repérer Khitan, le légendaire maître de guerre. Il ne lui fallut pas longtemps. Il était le centre immobile de ce tourbillon d'activité, le calme en pleine tempête. Là où il se déplaçait, les travaux s'arrêtaient car on écoutait ses instructions, puis il reprenait avec une intensité nouvelle. Khitan jeta un regard vers les hauts remparts. Il ne pouvait pas voir Marchemort, mais pouvait sentir sa présence, et cela le fit sourire. « Tu ne peux pas arrêter mon œuvre avec une hache !» souffla-t-il. Machinalement, il se gratta le moignon au bout de son bras. Étrange comme après tant d'années, il pouvait toujours sentir ses doigts disparus. Les dieux avaient été cléments ce jour-là, quand les percepteurs de Gulgothir avaient pillé son village. Il avait à peine 12 ans, et ils avaient massacré sa famille. Dans un effort pour protéger sa mère, il avait bondi en avant avec la dague de son père. Un grand coup d'épée avait envoyé sa main voler dans les airs, pour retomber à côté du corps de son frère. La même épée avait ensuite perforé son torse. Aujourd'hui encore, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'était pas mort avec les autres villageois, ni pourquoi Ulrich s'était tant employé à le sauver. Les pillards d'Ulrich avaient surpris les assassins et les avaient mis en fuite, faisant 2 prisonniers. Et puis un guerrier qui inspectait les cadavres trouva Khitan, à peine vivant. Il l'avait emmené dans les steppes et l'avait déposé dans la tente d'Ulrich. Là, ils avaient cautérisé la plaie suintante avec du goudron en ébullition et pansé la plaie avec de la mousse d'arbre. Pendant près d'1 mois, il était resté à demi conscient, délirant à cause de la fièvre. Il ne gardait qu'un seul souvenir de cette terrible épreuve. Un souvenir qu'il conserverait jusqu'à la fin de sa vie. Il avait ouvert les yeux pour voir le visage d'un homme penché au-dessus de lui, fort et fascinant à la fois. Ses yeux étaient violets, et il avait ressenti leur puissance. « Tu ne vas pas mourir, petit. Tu m'entends ?» La voix était douce. Mais alors qu'il replongeait dans les cauchemars et le délire, il sut que ces mots n'étaient pas une promesse. C'était un ordre. Et on doit obéir aux ordres d'Ulrich. Depuis ce jour, Khitan avait passé tous ses moments éveillés à servir le seigneur Nadir. Inutile dans les combats, il avait appris à se servir de sa cervelle, inventant les outils qui permettraient à son seigneur de bâtir un empire. 20 ans de guerre et de pillage.
20 ans de joie sauvage. Kitane se fraya un passage au milieu du fourmillement de guerriers, avec sa petite compagnie d'assistants, et rentra dans la première des 20 tours d'assaut. Elles étaient sa fierté. Du point de vue du concept, elles étaient relativement simples. Il suffisait de créer une boîte en bois à 3 côtés de plus de 3 mètres. Puis, contre les parois, il fallait fixer des marches jusqu'au toit de la boîte. Ensuite, il fallait simplement rajouter une deuxième boîte au-dessus de la première et les fixer ensemble avec des grands clous en fer. Si on ajoutait une troisième boîte, on avait déjà une tour. C'était simple à assembler et à démonter, et les différentes parties pouvaient aisément être empilées et transportées sur des chariots, pour les emmener là où le général en avait besoin. Mais si le concept fut simple à établir, la mise en pratique se révéla extrêmement complexe. Des plafonds s'écroulaient sous le poids des hommes armés, des murs s'effondraient, des roues se brisaient, et pire que tout, au-dessus de 10 mètres, la structure devenait instable et manquait de se renverser. Kitane se remémora comment il avait plus travaillé que ses esclaves pendant au moins une année, dormant moins de 3 heures par nuit. Il avait renforcé les plafonds, mais cela n'avait fait que rendre la structure plus lourde et encore moins stable. En désespoir de cause, il avait fait son rapport à Ulrich. Le seigneur de la guerre Nadir l'envoya alors en Ventria pour qu'il étudie à l'université de Tertullus. Pour lui, ce fut comme une humiliation, comme s'il était tombé en disgrâce. Néanmoins, il avait obéi. Il aurait enduré n'importe quoi pour plaire à Ulrich. Mais il s'était trompé, et l'année qu'il avait passée à étudier sous l'égide de Ribot, le professeur Ventrian, s'était révélé le plus beau moment de sa vie. Il apprit ce qu'était un centre de masse et l'équilibre nécessaire entre les forces internes et les forces externes. Il avait un appétit vorace de savoir, et Ribot devint vite l'idole du hideux Nadir. Très vite, le maigre Ventrian invita Kitane à partager son logis, afin qu'ils poursuivent leurs travaux jusque tard dans la nuit. Le Nadir était inépuisable. Souvent, Ribot s'endormait sur sa chaise, pour se réveiller quelques heures plus tard et découvrir que le petit manchot, Kitane, étudiait tous les exercices qu'il lui avait donnés. Ribot était ravi. Rarement un étudiant avait fait preuve d'une telle aptitude, et il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui ait cette capacité de travail. Toute force, apprit Kitane, suscite une réaction opposée de force égale, de sorte que, une grue subissant une pression à son extrémité, induit une pression contraire de même amplitude, au bas de son pied de soutien. Ce fut ainsi que Kitane comprit la nature des forces, et acquit la capacité de s'en servir. Pour lui, l'université de Tertullus fut comme un paradis. Le jour où il partit pour rentrer chez lui, le petit Nadir avait pleuré dans les bras du Ventrian abasourdi. Ribot l'avait supplié de reconsidérer son choix, d'accepter un poste à l'université, mais Kitane n'eut pas le courage de lui dire que cette perspective ne l'avait jamais tenté, car il devait sa vie à un homme et ne rêvait que d'une chose, le servir. De retour chez lui, il se mit au travail. Pendant leur construction, les tours seraient disposées en gradins, créant ainsi une base virtuelle ayant 5 fois la taille de la structure. Et pendant qu'une tour serait mise en position, on assignerait des hommes aux 2 premiers étages seulement. Cela créerait une masse assez lourde à proximité du sol. Une fois que la tour serait en position près d'un mur, des cordes seraient projetées depuis le centre, reliées à des pieux métalliques enfoncés à coups de masse dans le sol, afin de créer l'équilibre. Pareillement, les roues seraient bloquées aux jantes avec des étaux en fer. Chaque tour aurait 8 roues, afin de répartir le poids. Se servant de ces nouvelles connaissances, il conçut également des catapultes et des balistes. Ulrich en fut ravi, et Kitane extatique. Il revint au moment présent. Kitane grimpa en haut d'une tour et ordonna aux hommes de baisser la plateforme à charnière qui était à l'avant. Il contempla les murs à 300 pas et aperçut le costume noir de Marchemort qui semblait penché sur les remparts. Les murs étaient plus hauts qu'à Gulgotir, et Kitane avait fait ajouter un étage à chaque tour. Il avait donné l'ordre que la plateforme soit élevée une fois de plus. Il testa la tension des cordes de soutien et descendit les 5 niveaux, s'arrêtant çà et là pour vérifier les montants et les attaches. Ce soir, ses 400 esclaves iraient travailler en dessous des murs, afin d'enlever tous les cailloux et les graviers qui jonchaient le sol rocailleux de la passe, et d'installer des poulies géantes tous les 40 pas. Les poulies, de 2 mètres de diamètre, construites sur un moyeu graissé, avaient demandé des mois de conception et des années pour être construites comme le voulait Kitane. Finalement, elles furent terminées dans les ferronneries de la capitale Lentrian, à plus de 2000 km au sud.
Elles avaient coûté une fortune, et même Ulrich avait pâli quand on avait estimé la somme totale. Mais avec les années, elles avaient prouvé leur valeur. Des milliers d'hommes allaient tirer une tour à moins de 20 mètres d'un mur. Leur nombre diminuerait au fur et à mesure qu'ils se rapprocheraient. On ferait passer des cordes de 9 cm de diamètre dans les poulies, puis on les ferait passer sous les tours, et on tirerait dessus de derrière. Les esclaves qui peinèrent pour creuser les nids de poulies furent protégés des archers par des boucliers amovibles en peau de bœuf tendue. Néanmoins, beaucoup furent tués par des rochers projetés du haut des murs. Tout cela importait peu à Khitan. Ce qui comptait pour lui, c'était que les poulies qui n'étaient pas protégées par un revêtement en fer ne subissent aucun dégât. Après un dernier et long regard en direction des murs, il retourna vers ses quartiers pour donner ses instructions aux monteurs. Drus l'observa, jusqu'à ce qu'il pénètre dans la ville de Tente qui couvrait maintenant la vallée sur plus de 3 kilomètres. Tant de tentes, tant de guerriers. Drus donna l'ordre aux défenseurs de s'asseoir et de se détendre tant qu'ils le pouvaient encore. Il pouvait voir la peur pointer sur leurs visages, et leurs yeux écarquillés arrivaient à peine à contenir leur panique. La taille démesurée de l'armée ennemie avait sérieusement entaillé leur morale. Il jura à voix basse, ôta son gilet de cuir noir, quitta les remparts et se laissa choir sur l'herbe. Quelques instants plus tard, il dormait. Les hommes se donnaient des coups de coude et le montraient du doigt. Les plus proches de lui se mirent à glousser en entendant ses premiers ronflements. Ils ignoraient tous que c'était la première fois qu'il dormait depuis 2 jours, et qu'il s'était allongé là parce qu'il avait eu peur que ses jambes ne le portent pas jusqu'à ses quartiers. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il était Drus, le capitaine à la hache, et qu'il méprisait les nadirs. Fleischer, Ogun, Orin et Caessa quittèrent également les remparts pour aller à l'ombre du mess. L'archer, tout de vert vêtu, leur montra le géant endormi. « Est-ce qu'il n'y eut jamais son pareil » déclara-t-il. « Pour moi, ce n'est qu'un vieil homme fatigué, » dit Caessa. « Je ne comprends pas pourquoi vous le regardez avec un tel respect. »« Mais si, bien sûr que tu comprends, » rétorqua Fleischer. « C'est de la provocation, ma chère, comme d'habitude. Mais après tout, c'est dans la nature de ton sexe. »« Pas vraiment, » répondit Caessa en souriant. « Après tout, qui est-il? Un guerrier? Rien de plus, rien de moins. Qu'a-t-il jamais fait pour devenir un tel héros? Il a agité sa hache, tué des hommes? J'ai tué des hommes. Ce n'est pas un exploit. Et personne n'a jamais écrit de saga sur moi. »« Ça viendra, ma toute belle, ça viendra, » dit Fleischer. « Donne-leur le temps. »« Drus est plus qu'un simple guerrier, » déclara doucement Ogun. « Je crois qu'il a toujours existé. C'est un modèle, un exemple si vous préférez. »« Pour apprendre à tuer des gens ?» continua Caessa. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Drus incarne chaque homme qui a refusé de partir, de se rendre quand la vie n'offrait plus d'espoir, de s'esquiver quand la seule alternative possible était la mort. Il est l'homme qui a montré aux autres qu'il n'y a jamais de défaite assurée. Il nous remonte le moral rien qu'en étant Drus, et en étant considéré comme Drus. »« Des mots, rien de plus, » dit Caessa. « Vous les hommes, vous êtes tous pareils, toujours de grands mots. Est-ce que vous chanteriez les louanges d'un fermier qui s'est battu pendant des années contre les mauvaises récoltes et les inondations ?»« Non, » admit Ogun, « mais c'est la vie des hommes comme Drus qui pousse les fermiers à se battre. »« Des âneries, » railla Caessa, « des âneries arrogantes. Les fermiers se moquent totalement des guerriers et de leur guerre. »« Vous ne gagnerez pas, Ogun, » déclara Fleischer en ouvrant les portes du mess. « Abandonnez pendant que vous le pouvez encore. »« Il y a une erreur fondamentale dans votre raisonnement, Caessa, » dit soudainement Orin, alors que tous les membres du groupe prenaient place autour d'une table à tréteaux. « Vous ne tenez pas compte du fait que la majorité de nos soldats ici présents sont des fermiers. Ils se sont engagés pour le temps que durera cette guerre. » Il sourit gentiment et fit signe à un serviteur. « Quelle idiotie !» répliqua Caessa. « Nous sommes tous des idiots, » acquiesça Orin. « La guerre est une folie ridicule. Et vous avez raison, les hommes adorent faire leurs preuves par le combat. Je ne sais pas pourquoi, parce que personnellement ce n'est pas mon cas. Mais je l'ai vu plus d'une fois chez les autres. Et même pour moi, Drus est, comme le décrit Ogun, un exemple. »« Pourquoi » s'enquit-elle. « J'ai bien peur que ce soit difficile à formuler. »« Essayez quand même. »
Aurine sourit et secoua la tête. Il remplit leur gobelet de vin blanc, rompit le pain et le fit passer. Ils mangèrent en silence pendant un moment, puis Aurine reprit la parole. « Il existe une feuille verte appelée Neptis. Quand on la mâche, elle apaise les maux de dents ou les migraines. Personne ne sait pourquoi. C'est comme ça, c'est tout. Je crois que c'est pareil avec Drus. Quand il est là, la peur semble disparaître. Voilà, c'est ce que j'ai de mieux comme explication. »« Il ne me fait pas cet effet-là à moi, » affirma Caessa. De l'une des tours des remparts, Bregan et Gilad regardaient les nadirs se préparer. Sur toute la longueur du mur, Don Panir supervisait l'installation de perches à cran qui devaient servir à repousser les échelles d'assaut. Pendant ce temps, Bar Britan supervisait les fermetures des pots à huile. Une fois remplies et bouchées, les pots étaient placés dans des paniers en osier à différents endroits du mur. L'humeur était sinistre. Peu de mots furent échangés pendant que les hommes inspectaient leurs armes, aiguisaient des épées déjà aiguisées, huilaient leurs armures ou vérifiaient les flèches dans les carquois. Ogun et Fleischer quittèrent le hall du mess ensemble, laissant Aurine et Caessa en grande conversation. Ils s'assirent à quelques 20 pas du capitaine. Fleischer s'allongea sur le flanc, appuyé sur le coude. « Il y a longtemps, j'ai lu des extraits du livre des anciens, » déclara l'archer. « Il y a une phrase en particulier qui me revient aujourd'hui. Quand arrive le moment, arrive l'homme. Jamais un moment n'eut plus désespérément besoin d'un homme que celui-ci. Et Drus est arrivé. La providence, vous croyez ? » « Grand Dieu, Fleischer, vous ne seriez pas en train de devenir superstitieux des fois ?» demanda Ogun avec un large sourire. « Je vous réponds que non. Je ne faisais que me demander si quelque chose comme le destin pouvait fournir l'homme idéal dans un moment pareil. » Ogun arracha un brin d'herbe et le glissa entre ses dents. « Très bien. Passons les arguments en revue. Pouvons-nous tenir 3 mois le temps que l'entailleur recrute et entraîne son armée ? » ?»« Non, pas avec si peu d'hommes. » »« Alors peu importe que l'arrivée de Drus ait été une coïncidence ou non. Grâce à son entraînement, nous tiendrons peut-être quelques jours de plus, mais ce ne sera pas suffisant. » »« Le moral est à la hausse, mon vieux, alors ne répétez pas vos impressions. »« Vous me prenez pour un abruti ? Je résisterai, et je mourrai avec Drus quand mon heure sera venue, comme tout le monde. Je partage mes impressions avec vous parce que vous êtes à même de les comprendre. Vous êtes quelqu'un de réaliste, et qui plus est, vous ne resterez que jusqu'à la chute du mur 3. Avec vous, je peux quand même être franc, non ? » Drus a tenu la passe de Skeln alors que tout le monde disait qu'elle allait tomber, dit Fleischer. « Pendant 11 jours, pas 3 mois, et il avait 15 ans de moins. Je n'essaie pas de minimiser son exploit. Il mérite les légendes qui l'accompagnent. Chevalier de Drosdelnock. Avez-vous jamais vu pareil chevalier ? Fermier, paysan et simple recrue. Seule la Légion a déjà été dans l'action, et elle n'est pas entraînée que pour des attaques éclairs à cheval. On va peut-être tomber dès le premier assaut. »« Mais non, on ne tombera pas, rétorqua Fleischer en riant. Nous sommes les chevaliers de Drus, et les ingrédients d'une nouvelle légende. Son rire était riche et répandait la bonne humeur. Les chevaliers de Drosdelnock, vous et moi, Ogun. Dans les jours à venir, ils chanteront sur nous. Ce bon vieux Fleischer qui est venu à la rescousse d'une forteresse mal en point par amour de l'indépendance, de la liberté, de la chevalerie. »« Et de l'or. N'oubliez pas l'or, » dit Ogun. « Un point de détail, mon vieux. Essayons de ne pas gâcher l'esprit de la chose. »« Bien sûr que non, je m'excuse. Néanmoins, il me semble qu'il vous faut d'abord mourir héroïquement avant d'être immortalisé dans une chanson ou une saga. »« C'est la loi du genre, » admit Fleischer. « Mais je suis sûr que je trouverai comment la contourner. » Au-dessus d'eux, sur Musif, le mur 2, on donnait l'ordre à plusieurs jeunes cals d'aller aider à porter les seaux pour les puits de la tour. Ils quittèrent leur rempart en maugréant pour rejoindre les soldats qui attendaient le long des magasins. Chacun était muni de 4 seaux. La file partait du bâtiment et atteignait la grotte peu profonde où se nichaient les puits de Musif, au milieu des ombres froides. Attachant les seaux à un système compliqué de poulies, ils les faisaient descendre lentement vers l'eau sombre. « Depuis combien de temps ce puits n'a-t-il pas servi ?» demanda l'un des soldats, alors que le premier seau remontait couvert de toiles d'araignée. « Ça doit faire environ 10 ans, » répondit l'officier d'Ungartha. Les gens qui habitaient par ici étaient habitués au puits central. Une fois un enfant s'y est noyé,
et le puits a été pollué pendant 3 mois. Cet accident ainsi que les rats ont tenu la plupart des gens à l'écart. Ils ont sorti le corps sans qui le cale. Pas que je sache. Mais ne t'en fais pas, mon gars. Ce ne sont plus que des os maintenant, et ça n'affectera pas le goût. Vas-y, goûte. Bizarrement, je n'ai plus très soif. Gartha rit, plongea ses mains dans le seau et porta l'eau à sa bouche. Épicé à la crotte de rat et garni d'araignées mortes, s'exclama-t-il. T'es sûr que tu n'en veux pas? Les hommes sourirent, mais aucun ne s'avança. C'est bon, fini de s'amuser, déclara Gartha. Les poulies fonctionnent, les seaux sont prêts, et je dirais volontiers que le travail est fini. Alors fermons la porte à clé et retournons travailler. Gartha se réveilla en pleine nuit. La douleur le déchiquetait comme s'il avait eu un rat furieux piégé dans l'estomac. Il roula hors du lit et tenta de se relever. Ses grognements réveillèrent les 3 hommes avec qui il partageait la chambre. L'un d'eux se précipita auprès de lui. « Qu'est-ce qu'il y a, Gartha ?» demanda-t-il en le mettant sur le dos. Gartha se tordait de douleur, les genoux contre la poitrine, et avait le visage violet. Sa main jaillit et il agrippa la chemise de l'autre. « Oh, l'eau !» Il commençait à étouffer. « Il veut de l'eau !» hurla l'homme qui le maintenait. Gartha secoua la tête. Tout à coup, il se cambra violemment sous la souffrance. « Grand Dieu, il est mort !» s'exclama son compagnon, comme Gartha s'effondrait dans ses bras.